Bonjour, aujourd'hui on va parler des mycètes. Donc les mycètes, on va retrouver là-dedans les moisissures, les levures. Donc on va voir leurs caractéristiques générales, mais on va voir aussi quelques-unes des principales infections que ces mycètes-là peuvent causer chez l'humain. Donc allons-y. Donc les mycètes comme tels, ça va prendre plusieurs formes. Comme on le voit là, sur l'image par exemple, en bas à gauche. Donc, on voit la croissance de moisissures et de levures sur un milieu nutritif, donc sur une gélose. Donc, ça peut avoir des aspects différents, des couleurs différentes, des textures différentes. Sur les images de droite, en haut, on voit des levures. Donc, les levures sont microscopiques. Elles vont former sur gélose des colonies qui vont ressembler un petit peu aux colonies bactériennes. Mais lorsqu'on va voir le micro-organisme au microscope, on va remarquer que la levure est beaucoup plus grosse que les bactéries. Les levures sont des organismes eucaryotes, donc elles possèdent un noyau. En bas à droite, on va voir les moisissures, de quoi elles ont l'air au microscope. C'est clair que des moisissures, souvent on peut les voir à l'œil nu. Vous avez tous et toutes vu des fruits, je sais pas moi, du fromage ou du pain là, sur lequel on retrouvait des moisissures, mais leur aspect au microscope va être caractéristique aussi. Puis si on revient là, sur l'image en haut à gauche, bien c'est une radiographie pulmonaire. Et lorsque l'on voit, par exemple, des taches un petit peu plus blanchâtres là, dans les poumons, c'est souvent signe qu'il y a une infection. Puis dans ce cas-ci, c'était une infection fongique. Donc, les mycètes, on les appelle communément les champignons. C'est peut-être pas le terme approprié, mais disons le terme champignon va regrouper les moisissures, levures, mycètes dimorphes. Donc, c'est peut-être un terme plus général, plus commun, mais c'est peut-être bien d'utiliser le terme mycète. Donc, caractéristiques générales, ce sont des cellules eucaryotes, donc dotées d'un noyau, d'organites membraneux, comme le RER, l'appareil de Golgi, par exemple, mitochondries. Leurs parois, et là, il ne faut pas confondre la paroi des mycètes avec les parois bactériennes. Donc, les parois des mycètes, c'est différent. Et dans ce cas-ci, elle va contenir de la chitine. On peut dire chitine aussi, si vous voulez, si vous ne voulez pas dire shit. Donc, la chitine, donc c'est une structure, dans le fond, c'est un sucre qui va servir, dans le fond, pour former donc, la paroi. C'est quelque chose de structural. On va retrouver un petit peu de la chitine aussi dans certains, chez la plupart des arthropodes, chez les insectes. Donc, leur espèce d'exosquelette est souvent fait de chitine aussi. Chose importante pour les mycètes, ils ne font pas la photosynthèse. Donc, ce ne sont pas des végétaux. Donc, si je sais pas, vos parents, conjointes, vous disent de manger vos légumes et de manger vos champignons, peut-être pas le meilleur argument, parce que les champignons comme tels, ce ne sont pas des végétaux, ça ne fait pas la photosynthèse. Les mycètes, pour se développer, ont simplement de se retrouver sur un substrat. Donc, ils n'ont absolument pas besoin de l'énergie solaire pour se développer. En fait, la plupart des mycètes sont des décomposeurs ou vont se nourrir d'un substrat qui pourrait être vivant. Par exemple, ça pourrait être votre peau, vos poumons, par exemple. Les mycètes, la plupart donc, vont être pluricellulaires, comme par exemple les moisissures sont pluricellulaires, donc formées de plusieurs cellules. Puis certains, dont les levures, seront unicellulaires, donc formées d'une seule cellule. Donc, ce que l'on voit sur l'image de droite, encore une fois, on voit ce sont des moisissures avec les filaments qu'on appelle des ifs. Je vais y revenir. Là. Ça, c'est un Y. Donc, les ifs. Puis en bas, on a la croissance de moisissures, dans le fond, sur un milieu nutritif, sur une gélose. Donc, les trois grands groupes de mycètes, surtout les mycètes là, qui nous intéressent au niveau de la santé humaine, on va retrouver les levures, les moisissures et les mycètes dimorphes. Donc, j'expliquerai dans quelques instants ce que sont les mycètes dimorphes, mais ce sont les trois principaux groupes là, qui vont affecter l'humain et qui vont créer des infections. Les mycètes sont souvent responsables d'infections nosocomiales, surtout des infections pulmonaires. Donc, si on pense à certaines moisissures comme Aspergillus qui causent des aspergilloses, donc il suffit par exemple d'inhaler les spores, on va voir ça aussi dans quelques instants. Donc, les spores, c'est la partie reproductive, c'est comme des espèces de petites billes là, que la moisissure libère dans l'environnement pour permettre sa propagation. Donc, les gens vont soit inhaler ça ou ça va tomber dans une plaie chirurgicale, par exemple une opération à cœur ouvert ou une intervention au niveau des poumons ou quoi que ce soit. Donc, les spores
s'y déposent et vont se développer dans les poumons. Donc, les rôles principaux des mycètes, à part nous causer des maladies, des infections, ce sont des décomposeurs. On appelle ça des saprophytes. Donc, ils se nourrissent de matière en décomposition. Ça peut être végétal, ça peut être animal aussi. Les mycètes peuvent former des mycorhizes, mais là, bon, on ne s'en va pas en botanique non plus. Là, on est des personnes en soins préhospitaliers d'urgence. Mais les mycorhizes comme telles, c'est une association d'un mycète avec les racines d'une plante. Et il y a une espèce de symbiose qui s'installe. Puis le mycète, dans le fond, capte certains éléments nutritifs, de l'azote entre autres, et va le donner à la plante. La plante, elle, fait la photosynthèse et donne des sucres au mycète. Donc, il y a une espèce d'échange qui se fait à ce moment-là. Utilisation humaine, ben, les levures. Okay? On les utilise pour faire du pain, on les utilise pour faire de l'alcool, la bière, le vin, etc. Donc, c'est grâce à certains mycètes. Manger des champignons comme tels aussi. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui aiment ça. Moi, j'adore ça. Surtout qu'on les fait rôtir, c'est très, très bon. On utilise aussi des mycètes pour faire plein de produits là, utilisés dans l'alimentation, que ce soit des produits ou agents de conservation, des agents qui rajoutent du goût, des choses comme ça. On utilise beaucoup les mycètes pour ça. Et un dernier point qui n'est quand même pas à négliger, c'est la production de médicaments, particulièrement d'antibiotiques. Beaucoup des antibiotiques qu'on utilise encore aujourd'hui ont été conçus ou sont des dérivés de produits qui sont faits par les moisissures. Donc, entre autres, la pénicilline, qui était le premier antibiotique qui a été découvert dans les années 20 là, au 20e siècle. Donc, c'est une moisissure qui s'est développée sur une gélose. Puis, on a remarqué, Alexander Fleming, le scientifique qui a découvert ça, a remarqué que les bactéries ne poussaient pas en périphérie de cette moisissure-là, a décidé d'investiguer et de voir qu'est-ce qui causait ce problème. Et il a remarqué que la moisissure produisait une substance qu'on connaît maintenant comme la pénicilline, et que cette pénicilline-là avait un effet sur les bactéries. Ça a été une découverte majeure parce que ça l'a permis de découvrir plein d'antibiotiques par la suite, puis de sauver plein de vies humaines, puis même animales, grâce à ça. Mais aussi, là, regardez les mycètes, là, on parle des problèmes causés à l'humain, mais regardez juste au niveau des infrastructures aussi. Donc, les moisissures, là, si elles s'en prennent à vos habitations, ça peut devenir un problème au niveau de l'infrastructure elle-même, donc décomposition des murs, etc. Mais ça peut aussi, éventuellement, si vous dormez dans une chambre où il y a autant de moisissures que ça, bien, ça va devenir un problème pour votre santé aussi, parce que vous allez inhaler des tonnes de spores que la moisissure va libérer. Donc, vous pouvez développer des problèmes respiratoires, des problèmes cutanés, développer des allergies, des problèmes chroniques. Donc, c'est quand même à prendre au sérieux. Puis, il y a plusieurs maladies ou infections causées par des mycètes qui sont mortelles. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Puis, on s'entend qu'un mur comme ça, c'est pas juste de mettre une couche de peinture par-dessus pour masquer le problème. Là, ça ne marchera pas. Ça va masquer le problème pendant quelques heures, quelques jours. Puis, éventuellement, ça va finir par passer à travers de toute façon. Donc, il faut vraiment intervenir puis retirer la moisissure. Donc, ça peut être d'enlever le gypse ou le matériau qui est affecté. Sinon, d'utiliser des produits nettoyants là, qui vont vraiment déloger et tuer les moisissures dans ce cas-ci. Donc, les moisissures comme telles, là, je reviens sur les caractéristiques. Donc, ce sont des mycètes pluricellulaires. Vous voyez là, sur les fraises, ce n'est pas du sucre en poudre qu'on a déposé dessus. Ce sont vraiment des moisissures. Il n'y a rien de plus désagréable que manger des fraises ou des bleuets ou des framboises directement dans le casseau qu'on a acheté. Puis de réaliser là, que tu en prends une qui est dans le fond du panier ou du casseau, puis tes doigts rentrent dedans tellement elle est molle, là, puis il y a plein de moisissures dessus. Donc, c'est sûr que c'est dégoûtant, on ne mangera pas cette fraise-là. Mais il faut être conscient aussi que quand on retrouve des moisissures sur des fruits, ben, il y a de fortes chances qu'on retrouve des moisissures, peut-être à une taille moindre, mais sur les autres fruits qu'on a consommés. Okay? Ce n'est pas normal. Okay? Juste dans l'air que vous respirez, vous inhalez des... Encore une fois, je reviens sur le terme spore. Le spore, c'est les petites billes que vous voyez ici. Donc, juste sur ce que j'ai encerclé, là, il y en a des dizaines. Donc, éventuellement, quand la moisissure se reproduit, elle libère ces spores-là dans l'air. Et éventuellement, ben, soit vous les inhalez ou ça rentre en contact avec votre peau et ça peut vous affecter. Ou non, okay? Parce que comme je disais, on en respire. Moi, présentement, je prends des grandes respirations, puis j'ai inhalé sûrement quelques spores de mycètes lors de cette inspiration-là. Puis je suis pas mal certain que je ne vais pas en être affecté parce qu'en quantité limitée, mon système immunitaire va les éliminer. Mais j'ai aussi une santé normale. Okay? Et ce n'est pas
le cas pour tout le monde. Les gens qui sont immunodéprimés ou immunosupprimés, c'est la même chose. Par exemple, s'ils prennent des médicaments corticostéroïdes pour ne pas rejeter une greffe, je cherche mes exemples là, les gens qui font de l'arthrite, par exemple, donc ils prennent des médicaments qui atténuent l'efficacité de leur système immunitaire, donc ces gens-là sont plus vulnérables à une infection par les mycètes. Même principe pour les gens qui sont atteints du sida, donc ils ont un système immunitaire très faible, donc ils vont être plus vulnérables à des infections. Parce que souvent, les infections à mycètes, on va dire que ce sont des infections opportunistes. Donc, chez une personne saine, elles ne causeront pas ou très peu de problèmes, mais chez quelqu'un de vulnérable, d'immunosupprimé, les chances sont accrues de développer une infection. Donc, je reviens sur les termes là. Par exemple, le terme mycélium, quand on parle de mycélium, c'est ce que l'on voit à l'œil nu. Donc, clairement, là, sur mes fraises, là, on peut voir le mycélium qui est assez répandu. On peut voir du mycélium là, sur, je sais pas moi, du fromage, du pain. Sur la photo précédente, là, dans le coin d'une pièce à la maison, sur les géloses en culture. Donc, on parle de mycélium lorsqu'on le voit à l'œil nu. Ces mycéliums-là sont constitués de plein de filaments. On les voit sur l'image en bas à droite, là. Et ces filaments-là sont formés d'ifs. Okay? Et on va voir qu'il y a différents types d'ifs. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle les ifs végétaux et les ifs aériens. Pour expliquer le tout, je vais faire un superbe dessin. Donc, si je veux expliquer la différence entre les ifs aériens et les ifs végétatifs, je vais simplement dessiner, bon, ça ne sera pas original, un beau rectangle. Okay? Donc, ça peut être le substrat. Okay? Ça pourrait être, je ne sais pas moi, vos poumons, ça pourrait être une tranche de pain, du fromage, les fraises qu'on a vues. Ça ne ressemblerait pas à un rectangle si c'était des fraises, mais peu importe. Okay? Imaginons une tranche de pain. Ça va avoir sensiblement cet aspect-là. Donc, j'ai le substrat, donc l'endroit où la moisissure se développe. Ce qui va arriver au début, donc il va y avoir un ou des spores qui vont se déposer sur le substrat. Et un peu comme la graine d'un arbre, okay? Ou la semence d'un arbre, le spore va se développer et il va y avoir ce qu'on appelle les ifs végétatifs qui vont se former. Donc, ici, ce sont les ifs végétatifs. Ces ifs végétatifs-là, leur rôle, okay, leur caractéristique, dans le fond, c'est de s'accrocher, donc un peu comme les racines d'un arbre, de s'ancrer dans le substrat et d'absorber des nutriments. Donc, aller chercher les minéraux, les éléments nutritifs. Donc, on va utiliser ça, puis on va décomposer, dans le fond, le substrat sur lequel on s'est déposé. Quand les ifs végétatifs sont assez développés, puis qu'ils ont assez emmagasiné d'éléments nutritifs, on va avoir une deuxième structure qui va se former. J'aime ça faire des petits dessins. Donc, cette structure-là, ce seront ce qu'on appelle les ifs aériens. Okay? Donc, ça s'en va vers le ciel. Donc, un peu, encore une fois, je reprends l'exemple des arbres ou d'une fleur quelconque. Là. Donc, les ifs végétatifs sont les racines, puis les ifs aériens, okay? Donc, un peu comme l'arbre, okay? On se développe en hauteur et on va retrouver ici les spores. Donc, les ifs aériens servent à la reproduction de la moisissure. C'est là où seront formés les spores. Et là, les spores, il y a différents types de spores qui vont être produits, mais l'objectif, c'est vraiment la reproduction. Donc, je reviens sur cette image-ci. On voit les ifs végétatifs là, qui sont au fond de l'image, puis vous avez les ifs aériens qui se développent, au bout duquel on voit les spores. Et il y a vraiment plusieurs spores par if aérien. Quand on atteint une masse assez importante, donc c'est là qu'on voit à l'œil nu donc le mycélium, et vous remarquerez là, sur l'image en bas à droite, donc on a une moisissure qui s'est développée sur gélose, et la moisissure donc se développe, on va dire à partir du centre ici, donc on voit qu'il y a une zone plus foncée. Donc ça c'est la région, on va dire, la plus vieille de la moisissure, c'est là où on retrouve les ifs aériens. Tandis qu'en périphérie, ce sont les ifs végétatifs. Éventuellement, ces ifs végétatifs-là vont se développer et vont pousser vers la périphérie et les ifs aériens vont continuer aussi à se développer vers la périphérie tranquillement. Donc, on voit vraiment là, les deux stades où il y a la reproduction ici et simplement ici le développement végétatif de la moisissure. Donc, ici, on a mis un zoom là, sur un if aérien. Et regardez la quantité de spores qui est libérée par un seul if aérien.
Donc, imaginez, là, si vous voyez des moisissures à l'œil nu, la quantité de spores, ou juste la quantité d'ifs aériens qui vont être produits, et si chaque if aérien réussit à produire une telle quantité de spores, ben, imaginez que si vous avez encore une fois une pièce dans votre maison, là, que ce soit la salle de bain, la chambre à coucher, peu importe, où il y a beaucoup de moisissures, eh bien, il faut intervenir parce que vous allez respirer des quantités phénoménales de spores et c'est là que les dangers sont les plus grands. Les développements de moisissures dans les maisons, souvent on va les voir suite à un dégât d'eau ou dans des pièces justement où il y a un haut taux d'humidité. Donc par exemple, les gens qui ont un dégât d'eau, première chose qu'on doit faire, il faut évacuer l'eau, ça c'est sûr, mais il faut assécher l'environnement. Souvent, il va falloir jeter soit les meubles qui sont imbibés d'eau, détruire les murs qui sont affectés aussi, parce que ce sont des endroits où les moisissures vont pouvoir se développer. Donc si on retire tous les meubles, objets qui ont été détrempés et qu'on place des déshumidificateurs ou on place des choses, là, des éléments qui vont augmenter la chaleur de la pièce pour assécher cette pièce-là. Donc, ça va nous diminuer les chances d'avoir des croissances de moisissure parce que ça pourrait être très grave pour la santé puis même pour l'intégrité du bâtiment comme tel. Donc, vous aussi, sur votre métier, des fois, si vous allez chercher un patient avec des problèmes pulmonaires, vous pouvez peut-être voir vite aussi dans l'environnement dans lequel il vit, si c'est parfois insalubre, les murs, il y a de la moisissure, il y a peut-être accumulation de déchets aussi. Donc, ce sont tous des endroits où les moisissures peuvent se développer et ça peut affecter la santé respiratoire des patients, puis même cutanée aussi. Donc, je reviens sur les levures. Ce sont des mycètes unicellulaires. Leur mode de reproduction, c'est le bourgeonnement. Je vais vous montrer l'image suivante. Donc, on voit bien ici ce qu'est le bourgeonnement. Donc, vous avez par exemple une levure ici, là, toute seule. Et le bourgeonnement, en quoi ça consiste? C'est le développement, je vais dire, d'un bébé levure à partir de la levure mère. Donc, contrairement par exemple aux bactéries où on a une cellule qui se divise en deux, à part égale, dans ce cas-ci, c'est vraiment un bébé levure qui se développe à partir de la levure mère. Et éventuellement, lorsque le bébé levure atteint maturité, il va se détacher et ça va entraîner l'apparition de cicatrices de bourgeonnement. Donc, dans le fond, la levure qui est ici, là, elle a déjà eu au moins, on va dire, au moins 5-6 bébés, bébés levures. Donc, c'est comme ça que la levure se reproduit. Puis éventuellement, si la levure est recouverte de cicatrices de bourgeonnement, elle ne pourra plus se reproduire. Puis éventuellement, elle va simplement mourir. Les levures se reproduisent quand même moins rapidement que les bactéries. Ce n'est pas à toutes les 20 minutes là, que la levure se reproduit. Ça va prendre plusieurs heures, peut-être même jusqu'à 24 heures pour que la levure se reproduise. Là. Mais c'est ça, c'est moins rapide que les bactéries. Puis vous avez un autre exemple de Candida albicans qui, parfois, au microscope, on va avoir l'impression qu'il s'agit d'une moisissure parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des pseudo-ifs. On en voit bien un ici, là. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, ce sont vraiment des levures. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec des levures? Je me répète, là, on peut faire du pain, on peut faire de l'alcool, vin et bière. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de levures, des additifs alimentaires pour créer de la saveur. Il y a beaucoup de croustilles, de chips que vous mangez là, qui ont souvent des saveurs ajoutées. Puis ces saveurs-là peuvent avoir été produites en partie par certaines levures. Puis des maladies causées par des levures. On a le muguet oral qui va être fréquent chez les jeunes bébés. Donc le bébé naissant qui passe par les voies vaginales de sa mère. Au niveau vaginal, il peut y avoir des levures. L'enfant n'a pas un bon système immunitaire, donc après la naissance, les levures vont se développer souvent là, à la commissure des lèvres, là, donc au coin ici. Sinon un petit peu là, à l'intérieur de la lèvre ou sur la langue, mais c'est bénin. Ça va finir par disparaître toute seule. Autre maladie, on a les infections à levure au niveau génital, donc vaginose à levure pour les femmes, balanite à levure pour les hommes, donc c'est le même principe, c'est la même levure souvent aussi. Ça va être traité avec différents types d'antifongiques, canestins entre autres, qu'on peut utiliser pour les femmes. Puis pour les hommes aussi, il faut mettre de la crème à ce moment-là. Donc je reviens sur mon image de levure et de mode de reproduction. Là, vous pouvez écrire bourgeonnement sur la petite ligne qui est là. Puis la levure que vous voyez ici, le Saccharomyces cerevisiae, ce n'est pas un pathogène humain, c'est la levure qu'on utilise beaucoup pour faire du pain ou de la bière. Les principaux pathogènes humains, j'y reviendrai dans quelques instants, mais on a entre autres les levures du genre Candida, qui sont des levures pathogènes.
Les mycètes dimorphes, maintenant, eux, ils sont particuliers. Okay? Et là, je vous demanderais vraiment de retenir ce qui est ici. Donc, quand on dit mycète dimorphe, dit, ça veut souvent dire deux. Donc, deux morphologies ou deux apparences. Donc, c'est un mycète. Okay? Mais en fonction de la température à laquelle il se développe, il va avoir une apparence différente. Donc, un mycète dimorphe dans votre corps, donc à 37 degrés Celsius, il va avoir l'apparence d'une levure. Okay? Donc, unicellulaire, se développe par bourgeonnement, etc. Mais si on prend, par exemple, je récupère une expectoration, donc un crachat du patient pour faire une analyse, pour voir c'est quoi son problème pulmonaire. Donc, lui, au niveau pulmonaire, ce sont des levures. Mais si je prends ces expectorations-là et que je les place à 25 degrés Celsius, ou à température pièce, ce qui va se développer, ce que je vais voir, ce seront des moisissures. Donc, leur aspect ne sera pas le même en fonction de la température. Et là, il faut faire attention. Okay? Les levures, là, comme ce qu'on vient de voir précédemment, là, okay? Ces levures-là, peu importe, okay? Saccharomyces cerevisiae, là, que je la mette à 20 degrés Celsius ou à 37 degrés Celsius, elle va toujours avoir l'apparence d'une levure. Même principe pour des vraies moisissures. Okay? Si je reviens encore plus loin, là, donc ces moisissures-là, okay, que je les place à 25 degrés Celsius ou à 37, ça va se développer comme des moisissures. Okay? Donc, il ne faut pas associer moisissure à 25 degrés Celsius et levure à 37. Les vraies moisissures sont toujours des moisissures, peu importe la température, levure aussi. Mais les mycètes dimorphes, eux, c'est vraiment caractéristique. En fonction de la température à laquelle ils se trouvent, ils vont se développer de façon différente. Un des principaux pathogènes humains que l'on connaît, c'est Histoplasma capsulatum. C'est l'image que vous voyez à droite. Donc là, j'ai mis un graphique, en fait, je n'ai pas choisi. C'est une image qui provient du CDC, le Center for Disease Control, qui est un organisme américain qui surveille toutes les infections pathologiques qui se propagent dans le monde, littéralement. Donc, on voit sur le territoire américain où on est susceptible d'attraper une histoplasmose, mais on s'entend qu'on n'est pas très loin du Canada, surtout dans les régions plus du sud canadien. Donc, ce qui va arriver, c'est que certains, soit des rongeurs, chauves-souris, okay, vont libérer dans leurs excréments des mycètes comme ceux-là. Vous inhalez des poussières qui contiennent de ces moisissures-là. Donc, vous pouvez, par exemple, inhaler les spores de la moisissure, comme on voit ici. Donc, vous inhalez le tout. Ça va atteindre vos poumons et dans vos poumons, ça va se développer sous forme de levure. Cette maladie-là peut être grave, elle peut être mortelle si elle n'est pas traitée, donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Si vous voulez plus d'informations, souvent, là, vous allez voir quand vous avez le nom de la maladie ou du micro-organisme qui est souligné comme ça, vous pouvez aller cliquer dessus, okay, dans le document qui sera disponible sur Léa, et ça vous amène soit à un site de Santé Canada ou à un site du Merck Manual, le manuel Merck, qui sont deux références extraordinaires pour avoir de l'information sur les maladies. Donc, les mycoses, infections dues à des mycètes, ce sont généralement des infections que l'on dit chroniques. Donc, ce sont des infections qui vont durer plus longtemps, que les symptômes peuvent être récurrents. On va avoir ça peut-être sur plusieurs semaines, même peut-être plusieurs mois, okay? Surtout si on ne fait pas ou on n'applique pas de traitement. Les infections vont généralement se faire à deux endroits. Donc, au niveau du système tégumentaire, donc on parle de la peau, des ongles et des cheveux, comme vous voyez là, sur l'image à droite. Donc, une belle mycose des ongles, comme dans la publicité que l'on voit depuis quelques années à la télé. Vous pouvez avoir au niveau du cuir chevelu ce qu'on appelle la teigne. Puis, vous pouvez avoir des infections au niveau de la peau, donc la couche kératinisée de la peau. Notre peau, là, tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est des tissus qui sont morts. Okay? Ce ne sont pas des tissus vivants, mais ils sont remplis de kératine, puis ça nous protège. Mais ça devient un environnement intéressant pour le développement des moisissures. Pourquoi? Parce que le système immunitaire y a peu ou pas accès. Donc, les moisissures vont s'insérer là-dedans, puis ils vont se développer. Donc, dans le fond, l'image que vous voyez en bas à droite, c'est du pied d'athlète. Puis on s'entend qu'on n'a pas besoin d'être un athlète pour attraper une infection comme celle-là. Pourquoi on dit l'athlète? C'est que souvent, dans des environnements sportifs, là, au gym, si vous faites des arts martiaux, vous êtes nu-pieds en gymnastique, sur le bord de la piscine, là, peu importe. Donc, vous êtes nu-pieds. Vous faites, par exemple, quand vous faites du karaté, vous faites des mouvements brusques, du stop and go un petit peu, gymnastique, même chose. Donc, votre pied frotte, ça peut faire des petites lésions. Puis, si quelqu'un, ou dans l'environnement, il y avait des mycètes,
Donc, ces mycètes-là peuvent entrer au niveau des petites lésions, puis développer là, une infection comme celle-là. Les mycoses entraînent généralement une réponse immunitaire qui va être faible, et ça va être sensible à un moins grand nombre d'antimicrobiens que les bactéries. Donc, l'armement qu'on a contre les mycoses est plus limité, mais ce que l'on a pour l'instant est quand même assez efficace. Pour traiter la mycose des ongles, teignes, etc., les infections à levure. Donc, on a quand même certains outils, certains médicaments qui fonctionnent bien, qu'on appelle généralement les antifongiques. Certaines conditions favorisent l'infection. C'est sûr que les patients immunosupprimés ou déprimés vont être plus vulnérables, donc n'ayant déjà que la réponse est plus faible contre les mycètes. Donc, imaginez si vous n'avez pas du tout de système immunitaire, ça va être plus difficile. Donc, les patients qui sont atteints du sida ou qui prennent des médicaments, les gens qui sont asthmatiques au niveau pulmonaire, ça va être problématique. Et si vous avez la peau irritée, donc comme je disais, les personnes peuvent être en santé, mais si vous avez des lésions au niveau des pieds, puis même au niveau des mains, on purelle nos mains vraiment beaucoup. Donc, il y a toujours de l'alcool sur nos doigts présentement, là, avec la pandémie COVID qui se produit. Puis l'hiver canadien, ça peut assécher la peau aussi. On vit dans des maisons qui sont plus sèches parce qu'on chauffe. Donc, ça crée souvent des lésions et les mycètes peuvent en profiter pour nous infecter. Quand on parle de dermatophytes, c'est un groupe de mycètes qui s'attaque vraiment là, au système tégumentaire. Donc, encore une fois, ongles, cuir chevelu et peau. Donc, ce sont vraiment les images que vous voyez à droite. On parle aussi souvent, quand on parle de mycose, d'infection opportuniste. Donc, on profite de la faiblesse du patient pour, dans le fond, l'infecter. Et le cas de pneumocystis, qui est un mycète qui cause des infections pulmonaires principalement, c'est un mycète qui attaque beaucoup les personnes atteintes du sida. Donc, quand on est atteint du sida, notre système immunitaire est détruit par un virus, le VIH. Mais puisque notre système immunitaire chute, à ce moment-là, les mycètes en profitent. Et c'est d'ailleurs, entre autres, à partir de cas d'infection à pneumocystis qu'on a découvert le virus du VIH, le virus VIH qui cause le sida. J'explique. Donc, le virus du VIH, ce n'est pas quelque chose là, qui est avec l'être humain depuis des milliers d'années. C'est un virus qui a été découvert au début des années 80. Donc, en 1980 environ, on a découvert ce virus-là. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a remarqué une incidence accrue, donc une augmentation du nombre de cas d'infection à pneumocystis, qui est une infection normalement très rare. Donc, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et on a aussi remarqué l'apparition d'un cancer de la peau qui s'appelle le sarcome de Kaposi. Donc, le sarcome de Kaposi, ça n'a rien à voir avec les mycètes, mais c'est juste deux éléments, sarcome de Kaposi et infection à pneumocystis, qui ont fait réagir la communauté scientifique. Puis, on s'est dit, ce n'est pas normal qu'il y ait autant de cas d'infection à pneumocystis et de sarcome de Kaposi. Et c'était, ce qui était particulier aussi, c'est qu'on remarquait l'augmentation de ces deux infections-là beaucoup chez la population homosexuelle homme. Là, encore une fois, ce n'est pas une question soit de sexisme ou d'homophobie, loin de là, il faut comprendre. Pourquoi c'était comme ça? Expliquons la biologie de la chose. Lors d'une relation homosexuelle homme, s'il y a pénétration anale, il peut y avoir des lésions, parce que l'anus, dans le fond, n'est pas, on va dire, aussi résistant au frottement que le serait, par exemple, le vagin chez la femme. Donc, il peut y avoir plus de lésions et un échange sanguin, échange par le sperme, etc. Donc, la transmission peut être facilitée. Et au niveau de l'anus, il y a aussi beaucoup de cellules immunitaires qui peuvent réagir et qui peuvent malheureusement être infectées par le virus du VIH. On s'entend que hommes, femmes, homosexuels, hétérosexuels, tout le spectre de la sexualité, des préférences sexuelles, les personnes peuvent être infectées par le VIH. Mais ce que j'explique, c'est la façon dont on a découvert le VIH, c'est en remarquant une recrudescence des cas d'infection à pneumocystis et de sarcome de Kaposi, particulièrement chez la population homosexuelle homme, aux États-Unis, entre autres, là où on a découvert le virus. Donc, ça, c'était une explication de la chose. Puis, bon, si vous voulez avoir de l'information un petit peu plus sur les antifongiques, vous pouvez aller cliquer sur le lien qui est ici, mais il y aura un chapitre un petit peu plus tard dans la session spécifiquement sur les antimicrobiens et on parlera à ce moment-là des antifongiques.
Donc, des mycoses humaines, d'autres mycoses importantes, okay? L'aspergillose, qui est une infection due à une moisissure, Aspergillus fumigatus. Donc, si on regarde, par exemple, dans l'environnement, dans le sol, sur un mur, là, peu importe, dans une maison où il y a un peu de moisissure, donc on voit, puis vous le voyez bien, là, dans le fond, mon dessin ressemblait un petit peu à ça. Là. Ici, c'est quand même mieux fait. Donc, on a les ifs végétatifs, donc ils vont le dire ici, là, la croissance végétative. Donc, le mycète absorbe des nutriments dans l'environnement, dans le sol, peu importe. Et on a les ifs aériens qui se développent par la suite. Et au niveau des ifs aériens, on va libérer des spores. Ces spores-là vont être inhalés de façon non volontaire, on s'entend là-dessus, par le patient, par la personne. Ça va atteindre ses poumons et au niveau pulmonaire, ça va aussi faire une croissance végétative, mais ça va envahir les poumons, ça va limiter l'efficacité de la transmission de l'oxygène et de la libération du CO2, puis ça va causer des problèmes importants chez le patient qui peuvent ultimement entraîner la mort. La deuxième, c'est la blastomycose, donc on le voit là, sur le visage, sur la joue du patient ici. Donc, dans ce cas-ci, c'est un mycète dimorphe qui peut causer des infections cutanées ou pulmonaires. Donc, encore une fois, que ça se traite avec des antifongiques. Ici, on voit une candidose. Okay? La candidose, souvent, on va l'avoir plus au niveau des organes génitaux, mais ça peut se développer aussi au niveau de la bouche. Parce qu'il n'est pas rare que l'on ait des levures au niveau buccal. Ce n'est pas anormal. Certains en ont plus que d'autres. Mais jamais au point où il va y avoir littéralement une espèce de tapis de levure qui va se former au niveau de la langue et du palais. Ça, c'est une production de levure qui est anormale. Souvent, puis ça, je l'enseigne aussi encore une fois à mes étudiantes en hygiène dentaire, parce que souvent, c'est elles qui vont le voir en premier. Donc, si un patient se présente et a la langue blanche, le palais aussi, puis souvent la laine va être un petit peu plus désagréable, on va le dire comme ça, il y a quelque chose qui se passe avec votre patient. Plusieurs hypothèses. Est-ce que le patient prend des médicaments immunosuppresseurs? Parce qu'en prenant des immunosuppresseurs, ça pourrait faire en sorte que le système immunitaire a moins de facilité à éliminer ou à contrôler les levures, donc les levures se multiplient plus rapidement. Est-ce qu'il est atteint peut-être du VIH? Okay? Puis ça peut être critique si le patient ne le sait pas. Donc, on va devoir peut-être lui demander de faire un test sanguin là, pour faire un test de dépistage, dans le fond, là, pour une infection à VIH, parce que le VIH détruit le système immunitaire, et ça peut être un symptôme, donc une augmentation de la croissance des levures dans la bouche. Mais aussi, ça pourrait être l'utilisation de pompes pour l'asthme. Okay? Je ne sais pas s'il y a des gens asthmatiques dans la classe. Moi, je le suis. J'ai déjà été un petit peu plus. C'était surtout de l'asthme allergique. Puis en réglant le problème, là, je n'ai plus de chat, donc je n'ai plus d'asthme. Mais si je vais chez quelqu'un et il a un chat, ben, je vais avoir besoin de mes pompes. Mais il y a les pompes de bronchodilatateurs. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi les pompes de corticostéroïdes. Ces pompes-là, qu'est-ce qu'on doit faire après? Parce que je pose la question, est-ce que quelqu'un le sait? Je ne m'attends pas à une réponse. Mais qu'est-ce qu'on fait normalement? C'est qu'on doit se rincer la bouche. Pourquoi? Parce que quand on prend des corticostéroïdes, dans le fond, ce que l'on veut, c'est diminuer l'inflammation au niveau pulmonaire. Mais quand je prends ma pompe, il y a une partie du médicament qui va se déposer dans ma bouche, puis le reste va atteindre mes poumons, puis va aller faire son travail là où j'en ai besoin. Mais si je ne rince pas ce corticostéroïde-là au niveau de ma bouche, eh bien, ça va diminuer l'efficacité de mon système immunitaire au niveau buccal, et là, ça peut permettre la croissance de bactéries et ou de levures dans ma bouche. Donc, quelqu'un qui oublierait, par exemple, de se rincer la bouche après avoir pris sa pompe à asthme, ça pourrait entraîner la croissance des levures. C'était déjà arrivé à mon grand-père qui était en résidence, puis il avait une prothèse dentaire en plus, imaginez, là. Donc, on prenait ses pompes à asthme parce que mon grand-père avait travaillé dans les mines d'amiante, puis n'avait pas la protection adéquate, puis il avait des problèmes pulmonaires, bref, donc prenait ses pompes, mais oubliait de se rincer la bouche et ça a provoqué la croissance de levures au niveau buccal. Et là, en ayant une prothèse dentaire aussi, donc les levures peuvent s'installer entre le palais et le dentier, donc ça peut entraîner un développement accru et peut-être aussi là, des odeurs particulières. Donc, le traitement fut simple, ça a été de rappeler à mon grand-père d'enlever sa prothèse puis de nettoyer, ça c'est une chose, mais de rincer sa bouche après l'utilisation de ses pompes à asthme. Candidose, je ne pense pas que j'ai mis de photo, mais on a aussi, comme je l'ai dit, des candidoses au niveau des organes génitaux. Puis ça, c'est causé par une levure Candida albicans. Les cryptococcoses, causées par une levure, encore une fois, donc on inhale la levure par des poussières ou quoi que ce soit.
Regardez bien. Okay? On voit une radiographie pulmonaire, puis regardez ici. On ne distingue même plus le poumon. Okay? Il y a eu une croissance de levure assez incroyable, donc on s'entend que la respiration va être plus difficile, en partie compromise, donc c'est assez grave. Et souvent, après une infection pulmonaire comme celle-là, par le sang, les levures peuvent migrer, okay, et atteindre la peau et causer là, des lésions cutanées, là, comme on le voit sur la main de cette personne-là. Ensuite, donc les dermatomycoses ou dermatophytoses, on en a parlé tout à l'heure avec je sais pas moi, la teigne ou quoi que ce soit, donc on peut passer, mais ce sont des lésions un petit peu typiques qu'on peut retrouver sur la peau de certaines personnes. Entre autres, anecdote là-dessus. Okay. Mon garçon avait déjà eu une petite lésion au niveau du visage, près de son nez. Puis on se demandait, bon, est-ce que c'est de l'eczéma ou c'était une infection à mycète? Moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à une infection à mycète. Ce que ma conjointe a tenté, okay, c'est de prendre une crème qu'on avait, une crème de corticostéroïdes, encore une fois, qu'on utilisait justement pour de l'eczéma qu'on avait au niveau des mains. Okay, c'est moi, en fait, qui avait de l'eczéma au niveau des mains. J'ai ça particulièrement l'hiver. Donc, cette crème-là, c'est une crème qui bloque le système immunitaire. Okay? Donc, pour une réaction d'eczéma qui est causée par une réaction immunitaire, ça fait la job. Donc, ça empêche l'inflammation. Mais là, si on met, puis moi j'avais des doutes, mais j'ai dit à ma blonde, mais bon, ma blonde ne m'écoute pas, je suis juste microbiologiste après tout. Elle a décidé de prendre cette crème-là et de la mettre sur la lésion au visage d'un de mes garçons. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que la lésion s'est agrandie plus rapidement parce que le système immunitaire qui essayait de contrôler un petit peu le tout a perdu le contrôle, puis la lésion est devenue plus grande. Donc, on a dû se rendre chez le médecin a confirmé que c'était une infection, une dermatomycose. On s'est fait prescrire, dans le fond, une crème antifongique et on a appliqué la crème antifongique et ça a réglé le problème. Donc, encore une fois, ça peut être des fois, sans être dangereux, là, je ne pense pas que ça aurait été mortel, on s'entend là-dessus, mais ça peut valoir la peine de demander les conseils d'un spécialiste, d'un médecin, avant d'appliquer une crème de corticostéroïdes sur une lésion cutanée, si on ne sait pas ou on n'est pas sûr qu'il s'agit bien d'une lésion qui est créée par de l'inflammation. Pneumonie à pneumocystis, ben ça c'est la fameuse infection dont j'ai parlé il y a quelques instants, là, qui est une infection opportuniste, qui est causée par un champignon, là, littéralement, ce n'est pas une moisissure comme telle, c'est un ascomycète, c'est pas une levure, donc c'est vraiment un champignon, ça atteint les poumons. C'est très rare pour les personnes qui sont en santé, mais encore une fois, les personnes plus vulnérables, immunodéprimées, personnes atteintes du sida, ça peut causer des problèmes. Puis la dernière, la sporotrichose, okay, qui est causée par une moisissure Sporotrix Schenschki, je ne sais même pas si je le dis comme il faut. Okay, essayez de pratiquer-vous à la maison. Dites ce nom de moisissure-là, c'est quand même particulier. Donc ça, c'est une infection qu'on voit beaucoup chez les personnes qui font beaucoup de jardinage, les gens qui font de l'agriculture, les gens les fleuristes. Okay? Je pense que même on l'appelle l'infection de la rose ou quelque chose comme ça. Parce que, bon, en manipulant des plantes, le sol, etc., si on a des petites lésions, cette moisissure-là va entrer dans la peau et causer des lésions comme on les voit. Donc, c'est généralement bénin, ça va se traiter, mais ça peut être peut-être désagréable aussi. Ensuite, bon, il y a les mycètes comme tels, les moisissures, les levures, mycètes dimorphes qui causent des infections, mais il y a aussi certains produits qui sont libérés par les mycètes qu'on va appeler les mycotoxines. Et les mycotoxines vont être particulièrement dangereuses lorsqu'on les consomme, lorsqu'on les mange. Là que j'en nomme quelques-unes, l'aflatoxine, okay, puis ça, hey, regardez ça là. Okay, c'est une des pires substances cancérigènes. C'est quand même pas rien. Donc, c'est causé par une moisissure. Ça peut se retrouver sur les noix, dans le beurre d'arachide, dans les céréales. Okay? Je vous rassure, il y a des contrôles qui sont faits. Okay? L'Agence canadienne d'inspection des aliments, les compagnies elles-mêmes. Écoutez, là, vous ne voudriez pas qu'il y ait une espèce de génocide au beurre de pinot. Okay? Moi, je serais le premier affecté. J'en mange tellement. Je serais faite. Donc, il y a des contrôles qui sont faits pour s'assurer que les aliments que l'on consomme n'en contiennent pas de ces aflatoxines, mais c'est quand même un problème assez important dont il faut tenir compte. Citrine, okay, qu'on va retrouver dans les céréales. Quand je dis les céréales, là, ça peut être le blé, l'avoine, etc. Donc, si on en consomme, ça va être des troubles rénaux qu'on va avoir. L'ocratoxine A, qui est encore une fois cancérigène et néphrotoxique. Donc, néphrotoxique, c'est encore une fois au niveau des reins. Donc, les céréales, le café, cacao, les raisins secs. Okay? Donc, ce sont les végétaux souvent qui vont être
contaminés par ces toxines-là parce que les moisissures vont y pousser. La patuline, okay, ça c'est les pommes et dans le jus de pomme. Donc des pommes, si vous voyez une pomme qui est moisie, clairement, okay, ne mangez pas la région moisie comme telle. Vous pouvez enlever une grande partie, puis allez-y autour, allez-y large pour enlever le tout. Mettez ça au compost, ne consommez pas ça. Faites pas de la compote non plus avec ça. Ne faites pas du jus de pomme avec ça. Okay? D'ailleurs, il y a beaucoup de contrôles qui sont effectués au niveau des jus de pommes, des pommes qui sont utilisées pour faire du jus de pomme, parce qu'on ne voudrait pas que, par exemple, des enfants là, qui boivent ça dans leur lunch à l'école, les petites boîtes de jus, qu'il y ait des problèmes là, pulmonaires, rénaux, la rate, etc. Ça peut être même neurotoxique, tératogène, okay? Donc ça peut affecter les cellules en développement chez l'embryon, donc chez les bébés en développement. Là, donc une femme enceinte qui consomme des pommes ou du jus de pomme contaminé à la patuline, ça peut être dangereux. Ça peut même provoquer des avortements, puis, etc. Ensuite, les trichothécènes causées par la moisissure fusarium. Donc, dans ce cas-ci, des hémorragies pulmonaires mortelles, c'est pas rien. Okay? Donc, encore une fois, on a, j'ai oublié une petite parenthèse ici. Donc, dans les céréales, le blé, millet, maïs, on peut en retrouver. Puis la dernière, peut-être que vous la connaissez, okay? L'ergotisme, causé par Claviceps purpura. Donc, c'est une infection qui va se produire suite à la consommation, encore une fois, de certaines céréales. Donc, ce qui va arriver, c'est que la toxine qui va être libérée par la moisissure va agir sur, dans le fond, la circulation sanguine. Ça va provoquer une constriction des vaisseaux sanguins, surtout dans les extrémités, donc les doigts, les orteils. Puis, comme il va y avoir moins de circulation sanguine, donc moins d'oxygénation, puis les tissus vont se gangréner. Donc, il va y avoir détérioration des tissus. Éventuellement, il pourrait y avoir installation de bactéries comme Clostridium perfringens qui vont causer la gangrène, donc ça peut devenir dangereux, ça peut devenir mortel. Puis pourquoi on l'appelait aussi le feu de Saint-Antoine, cette maladie-là, parce que bon, avant de savoir c'est quoi qui la causait, ce qui arrivait, c'est que les gens avaient dans le fond, quand il y avait des constrictions des vaisseaux sanguins dans les doigts, dans les orteils, c'est une sensation de brûlure assez extrême que les personnes ressentent. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait le feu de Saint-Antoine, c'était comme des sensations de brûlure. Mais pourquoi j'ai dit peut-être que vous la connaissiez, c'est que la toxine de l'ergotisme, okay, c'est à partir de ça qu'on a découvert au niveau chimique et développé le LSD. Okay? Donc là, je ne vous dis pas d'aller manger des céréales contaminées là, pour avoir des hallucinations et tout, mais c'est quand même à partir de ça qu'on a découvert le LSD. Une petite diapo là, pour expliquer que, bon, un peu comme les bactéries, certaines levures ou certaines moisissures peuvent développer des résistances aux antifongiques. Donc, Candida auris, cause des infections cutanées, sanguines et au niveau des oreilles, c'est une levure, un peu comme Candida albicans, mais c'est une levure qui est maintenant très résistante, okay, à plusieurs antifongiques. Donc, on a beaucoup de difficultés à s'en débarrasser et si on ne trouve pas d'autres moyens, mais c'est quelque chose qui pourrait se propager dans la population, pas aussi rapidement qu'un virus, là, paniquez pas avec ça, mais ça pourrait causer des problèmes. Puis là, vous voyez sur les cartes, la carte en bas, les pays en rouge sont les pays où on a détecté des cas de patients infectés par cette levure-là. Donc, il y en a au Canada, mais là, on s'entend, ça a l'air impressionnant, le Canada, parce que c'est un grand pays, là, mais ça ne veut pas dire que les 37 millions de personnes ou 38 millions, je ne sais plus combien on est maintenant, peuvent être affectés par cette levure-là. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, là, vous pouvez aller sur le CDC. Il y a un article ici là, qui peut être intéressant ou une vidéo qui explique là, la réalité de cette levure-là. Donc, ça termine ce chapitre sur les mycètes. J'espère que vous avez appris plein de choses. Donc, pour compléter votre étude, je vous demande d'aller lire le chapitre 3 dans votre manuel Le Fauché et de répondre aux questions des pages 63 à 65 pour la 3e édition. Et aussi, en prévision d'examen possible, vous pouvez vous pratiquer à répondre à ces questions-là, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres capsules. Des fois, je suis paresseux, puis je pourrais juste copier-coller ces questions-là. Donc, soyez prêts. Donc, voilà, c'est tout pour le chapitre sur les mycètes. Si vous avez des questions, communiquez avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne fin de journée.